On nous a longtemps et obstinément fait croire que le progrès technique est une ligne droite, menant inéluctablement des chaudières à vapeur primitives aux voitures électriques complexes d'aujourd'hui. Les manuels scolaires et les cours universitaires ont construit une image soignée du monde où chaque génération de technologie est supérieure à la précédente. Cependant, il suffit d'étudier attentivement les chroniques de la fin du 19e siècle pour que ce schéma parfait commence à s'effriter. Les villes de cette époque, que ce soit Paris, Buenos Aires ou Moscou, nous apparaissent étonnamment propres, technologiques et harmonieuses, surpassant parfois à cet égard les métropoles apparues un demi-siècle plus tard. Dans les rues de ces villes, circulaient non pas de simples charrettes, mais d'immenses et lourds wagons métalliques, remplis à ras-bord de passagers. Ces colosses de plusieurs tonnes filaient sur des rails avec une vitesse et une fluidité enviables. Mais le plus frappant dans ce mouvement est ce qui y manquait. Il n'y avait pas de chevaux pour tirer une telle charge. On n'observait ni volutes de vapeur, ni fumée noire, compagnons inévitables des moteurs à charbon de cette époque. Et ce qui constitue le pire cauchemar des historiens traditionnels, le ciel au-dessus de ces rues était absolument pur. Le paysage urbain était totalement dépourvu de cette toile d'araignée étouffante, de câbles et de fils qui a emprisonné le monde au XXe siècle. Une question logique se pose, qu'est-ce qui propulsait ces géants? Quelle force les mettait en mouvement, alors que la science officielle affirme que le moteur à combustion interne n'en était qu'à ses balbutiements, et que l'électrification à grande échelle ne faisait que ses premiers pas timides. Cette description d'une réalité qui ne cadre pas avec les normes admises révèle l'une des plus grandes supercheries de l'ère industrielle. Il s'agit des tramways sans fil et de technologies qui, selon toute vraisemblance, ont été intentionnellement évincées pour créer une dépendance aux ressources pétrolières. L'historiographie officielle tente d'offrir des explications qui, à y regarder de plus près, semblent pour le moins peu convaincantes. On nous dit qu'il s'agissait de simples tramways hippomobiles et que l'absence de chevaux s'explique par le hasard ou les particularités de la photographie. Mais sur les images capturant le transport en mouvement, où les silhouettes des passants sont floues, les animaux de trait sont tout simplement absents. Une autre version populaire prétend qu'il s'agissait de tramways pneumatiques à air comprimé ou de premières expériences avec des accumulateurs électriques. Cependant, avant d'accepter ces affirmations sur parole, il convient de se tourner vers la physique élémentaire et les calculs mathématiques, sujets sur lesquels le monde académique préfère garder un silence tactique, car les chiffres sont capables de détruire n'importe quelle belle légende. Pour déplacer un wagon pesant 8 ou 10 tonnes et le conduire sur un itinéraire de plusieurs dizaines de kilomètres, des dépenses énergétiques colossales sont nécessaires, impossibles à fournir avec les technologies primitives de l'époque. Si l'on examine la version des accumulateurs, dont se servent souvent les sources académiques comme bouclier, nous nous heurtons à une contradiction technique insurmontable. Les batteries de la fin du 19e siècle étaient des constructions au plomb acide d'une capacité négligeable et d'un poids énorme. Pour assurer la marche d'un tramway lourd, la moitié de son volume utile aurait dû être occupée par des batteries, transformant le véhicule en transporteur de sa propre source d'alimentation. De plus, le temps de charge de tels dispositifs aurait dépassé leur temps de fonctionnement par 3. Ce qui rend un tel système économiquement absurde et techniquement impossible pour les horaires denses et massifs consignés dans les documents d'archives. Ce n'aurait pas été un réseau de transport fonctionnel, mais une immobilisation sans fin dans l'attente d'une charge. Une situation analogue se présente avec la théorie de la traction pneumatique. Bien que des systèmes à air comprimé aient réellement existé, leur exploitation nécessite une infrastructure gigantesque, dont toute trace est absente de la planification urbaine du passé. Pour faire fonctionner un réseau pneumatique, de puissantes stations de compression sont nécessaires pour pomper une pression de plusieurs centaines d'atmosphères. Cependant, sur les cartes détaillées des villes de cette époque, de tels objets industriels sont introuvables. De plus, on ne peut tromper la physique du processus. Les moteurs pneumatiques, lors de la détente de l'air, refroidissent inévitablement, se couvrant de givre et de condensation, et le processus lui-même s'accompagne d'un fort bruit et de sifflements. Les mémoires des contemporains décrivent pourtant la marche des tramways comme étonnamment fluide et surtout absolument silencieuse. Aucun fracas, aucun sifflement d'air s'échappant,
aucun nuage de vapeur. Ainsi, par élimination, nous arrivons à la conclusion que les sources d'énergie autonomes à l'intérieur du wagon étaient absentes. Si le tramway ne transportait pas de carburant avec lui et ne le recevait pas par des fils d'en haut, alors la source d'énergie se trouvait au seul endroit restant en contact constant avec la machine, directement sous elle. La réponse à l'énigme du mouvement se cache non seulement dans les wagons eux-mêmes, mais aussi dans la chaussée, dont la complexité de réalisation dépasse de nombreuses autoroutes modernes. Lors de l'analyse de la construction des voies ferrées de ce temps-là, la consommation excessive de métal et l'étrange profondeur des fondations sautent aux yeux. Les ingénieurs intégraient dans ces voies une telle marge de sécurité et de métal que cela semble totalement superflu pour un simple rail de guidage. On a l'impression que les rails remplissaient la fonction non seulement d'une route, mais d'un composant électrotechnique complexe. Il existe une hypothèse fondée selon laquelle le réseau métallique des voies servait de mise à la terre globale ou de circuit de retour d'un système énergétique géant, et l'énergie était transmise sans contact. La science officielle reconnaît à contre-cœur l'existence de systèmes à prise de courant par le sol, affirmant qu'ils n'étaient pas fiables à cause de la boue et de l'eau. Cependant, les chroniques historiques témoignent du contraire. Les tramways circulaient sans interruption sous les averses, les chutes de neige et sur les routes boueuses. S'il s'était agi d'un contact électrique primitif, tout court-circuit dû à l'eau aurait instantanément paralysé le trafic. La résistance du système aux conditions météorologiques indique que la technologie était fondamentalement différente. Ces éléments dans l'espace entre les rails, que l'on prend aujourd'hui pour des nœuds mécaniques ordinaires, pouvaient en réalité être des bobines d'induction ou des résonateurs intégrés dans la chaussée. Le tramway recevait l'énergie par le biais d'une puissante induction électromagnétique, tout comme les appareils modernes se chargent sur des stations sans fil, mais à une échelle industrielle. La route elle-même était le stator d'un moteur électrique déployé, et le wagon interagissait simplement avec le champ généré. Cela explique brillamment l'absence de moteur lourd à l'intérieur de la carrosserie et l'incroyable fluidité de la marche. Cependant, si l'énergie venait d'en bas, de la voie, comment était-elle transformée en traction ? La réponse à cette question nous oblige à lever les yeux et à étudier attentivement ces étranges constructions métalliques sur les toits, qui ont longtemps été considérées à tort comme des éléments décoratifs. Si nous levons le regard de la voie ferrée vers les sommets de ces mystérieux véhicules, une image encore plus stupéfiante s'ouvre à nous, détruisant complètement les idées habituelles sur le développement de la technique. Les plaques de musée et les dessins officiels nous assurent avec insistance que les structures métalliques complexes couronnant les toits des anciens wagons ne sont que des éléments de décor, des systèmes de ventilation ou des paratonnerres primitifs. Cependant, une analyse critique d'ingénierie force à douter de la pertinence de telles explications. Pourquoi un tramway urbain, dont l'itinéraire passe entre de hauts immeubles en pierre, a-t-il besoin de systèmes de protection contre la foudre aussi massifs et complexes ? Et pourquoi les grilles de ventilation sont-elles réalisées sous forme de spirales parfaites, de sphères et de peignes ornementés, qui répètent avec une précision effrayante les schémas des bobines d'inductance et des circuits résonnants des manuels de radiotechnique. Ce que les historiens appellent décoration représente en réalité des nœuds fonctionnels d'un circuit énergétique extrêmement complexe. Ces faîtes, rappelant des pommes de pin et des coupes, servaient d'antennes réceptrices et de condensateurs accordés pour capter l'énergie de l'éther. Si l'on suppose que l'environnement urbain de cette époque était saturé d'un champ électromagnétique modulé, alors le tramway se transformait non pas simplement en charrette avec un moteur, mais en résonateur mobile. Il n'avait pas besoin de brûler du carburant ou de traîner des fils derrière lui, car il devenait lui-même une partie du circuit fermé entre l'ionosphère, ou des émetteurs sur des tours, et la Terre à travers la voie ferrée. Le véhicule flottait littéralement dans le flux énergétique, tel un voilier utilisant la force du vent, gratuitement, proprement et absolument sans bruit. C'est précisément ce principe qui explique l'une des principales énigmes de la construction des premiers tramways, l'absence de groupe motopropulseur visible. À l'intérieur de ces wagons,
il est impossible de trouver d'énormes chaudières à vapeur ou des blocs géants d'accumulateurs capables de déplacer 10 tonnes d'acier. Les bogies sous les wagons semblent trop ajourés et légers pour y loger de puissants moteurs électriques du modèle de la fin du 19e siècle. La solution réside dans le fait que le moteur était la carrosserie du wagon elle-même. Toute la structure fonctionnait comme une bobine d'induction, créant la traction grâce à l'interaction avec le champ externe. Nous avons affaire à des technologies Tesla, réalisées en métal à une échelle industrielle, mais camouflées en transport urbain ordinaire. Un défi encore plus sérieux aux lois de la physique est posé par ce que l'on appelait les impériales, des tramways à 2 étages qui circulaient dans de nombreuses villes du monde. Imaginez une voie étroite, dont la largeur ne dépassait souvent pas 1 mètre, et une machine haute et lourde sur le pont supérieur de laquelle étaient assis des dizaines de passagers. Selon la mécanique élémentaire, le centre de gravité d'une telle construction se trouve à une hauteur critique. À tout virage ou rafale de vent latéral, un tel wagon devrait inévitablement se renverser. Pourtant, il roulait vite, de manière fluide, et prenait des virages serrés sans la moindre inclinaison. Les versions officielles sur un fond lourd et du lest ne résistent pas à la critique. Pour compenser le poids de l'étage supérieur, la base aurait dû être coulée entièrement en plomb, ce qui aurait rendu le tramway inamovible. La seule solution technique capable d'assurer la stabilité d'un système aussi instable est le gyroscope. Un puissant volant d'inertie stabilisateur, caché dans la plateforme, maintenait le wagon en position verticale malgré la gravité. Mais la production de gyroscopes exige une mécanique de très haute précision, un équilibrage parfait et des vitesses de rotation énormes. D'où de telles technologies pouvaient-elles provenir à une époque où le sommet du transport de masse était considéré comme étant la charrette de foin attelée à un cheval? Nous observons une technique qui devançait de plusieurs siècles le niveau officiel de développement de la civilisation de cette période. La marche silencieuse, l'absence de vibration et le freinage instantané mais fluide, décrits par les témoins oculaires, ne sont possibles qu'en utilisant des champs électromagnétiques ou le contrôle de l'inertie. Ces dispositifs ne correspondaient clairement pas au niveau de développement des gens en simple blouse de travail que l'on nous montre sur les vieilles photos avec des pelles à la main. Et ici, nous arrivons à une question effrayante. Ces gens pouvaient-ils même construire ce sur quoi ils roulaient ? L'historiographie officielle insiste sur le fait qu'à la fin du 19e siècle, le monde a été saisi par un boom soudain et inexplicable de la construction de tramways. Comme par un coup de baguette magique, dans des centaines de villes à travers le globe, de la lointaine Nouvelle-Zélande aux étendues de l'Empire russe, ont commencé à apparaître simultanément des milliers de kilomètres de voies en acier. Cependant, si l'on compare ce phénomène aux capacités de production réelles de la métallurgie de cette période, une contradiction insoluble surgit, détruisant la chronologie habituelle. L'industrie passait alors seulement de la fonte à l'acier, et le procédé Bessemer ne faisait que prendre de l'ampleur. La production d'acier de haute qualité restait un processus incroyablement coûteux, laborieux et limité en volume. Néanmoins, nous sommes confrontés au fait d'une couverture totale des villes par un réseau ferroviaire. Les voies partent loin au-delà de l'horizon, pénètrent les quartiers dortoirs, relient les zones industrielles et même les villes voisines. Si l'on en croit les rapports officiels sur la productivité des usines, alors pour fabriquer une telle quantité colossale de métal, il aurait fallu des décennies de fonctionnement ininterrompu de tous les hauts fourneaux du monde. Les mathématiques sont ici impuissantes. Il est impossible de produire des millions de tonnes de produits dans des usines qui n'existent pas encore. La seule explication logique est que ces voies n'ont pas été produites ni posées au 19e siècle. Elles étaient simplement déterrées. Lors de l'analyse des matériaux d'archives documentant la soi-disant construction, le caractère étrange des travaux saute aux yeux. Au lieu d'un processus d'ingénierie complexe avec la pose d'un coussin, de ballast et de traverse, nous observons des gens avec des pelles primitives qui déblayent des couches séculaires de boue et d'argile. Ils ne construisent pas une nouvelle route, ils dégagent une voie ferrée déjà prête, parfaitement plane, ensevelie sous une couche de terre. Les ouvriers ne ressemblent pas à des bâtisseurs d'un système de transport de haute technologie, mais à des archéologues mettant au jour l'héritage d'une civilisation précédente, plus développée,
qui a péri à la suite d'une catastrophe mondiale au milieu du 19e siècle. Cela explique aussi le fait que l'écartement des voies dans le monde entier avait initialement des standards unifiés, que l'on a commencé seulement plus tard à modifier chaotiquement pour différentes dimensions nationales. Le réseau initial était un système global unique. Une autre confirmation de cette théorie est le paradoxe démographique. Les vues panoramiques des villes de ce temps-là montrent de très larges avenues, une architecture majestueuse et des cathédrales géantes, calculées pour des millions d'habitants. Mais les rues sont effroyablement vides. Dans des villes construites avec une ampleur impériale, ne vivent que des dizaines de milliers de personnes. Pourquoi tirer un réseau de transport complexe vers des quartiers éloignés où personne ne vit ? Pourquoi lancer des itinéraires avec un intervalle de 5 minutes si les wagons circulent absolument vides ? La réponse effraie par sa simplicité. Le système de transport fonctionnait en mode automatique. Il a été lancé bien avant que de nouveaux colons ne s'installent dans ces villes, nos ancêtres que l'on a amenés pour peupler les ruines. Les tramways continuaient de circuler selon les vieux programmes établis, tout comme le sang continue de circuler dans un organisme qui se trouve dans le coma. Les gens en blouse sale et casquettes, capturés sur les rues, semblent totalement étrangers, sur fond de façades antiques et de transports futuristes. Ils ne sont pas les créateurs de ce monde. Ils sont de nouveaux locataires qui tentent d'adapter des technologies divines à leurs besoins primitifs, en exploitant ce qu'ils ne peuvent pas comprendre jusqu'au bout. Nous sommes arrivés alors que tout était prêt, mais les nouveaux maîtres du monde ne possédaient pas les connaissances pour gérer cet héritage. L'électronique complexe et l'automatique leur étaient inaccessibles, ce qui les a forcés à commettre une intervention barbare dans la construction des machines. Pour comprendre l'ampleur de la dégradation, il suffit d'étudier attentivement la place du conducteur. C'est là que se trouve la principale preuve matérielle du piratage de la haute technologie. Lors de l'étude détaillée des chroniques les plus anciennes, n'ayant pas encore subi de retouches, une incohérence effrayante se découvre dans la construction du soi-disant poste de travail du conducteur. Sur le nez du wagon de haute technologie, là où selon toutes les règles d'ergonomie et de sécurité devrait se trouver une cabine protégée, se trouvait souvent seulement une plateforme ouverte à tous les vents. Cette décision d'ingénierie semble absurde si l'on suppose que le pilotage était initialement conçu comme manuel. Essayez d'imaginer les conditions de travail d'un humain sur une telle plateforme dans l'hiver rigoureux des villes du Nord, que ce soit Saint-Pétersbourg, Chicago ou Berlin. L'opérateur devait rester immobile pendant 10 à 12 heures dans le gel, sous un vent glacial dont la vitesse était amplifiée par le mouvement du véhicule lui-même. Sans pare-brise, sans source de chaleur, sur un sol métallique. Du point de vue physiologique, c'est impossible. L'homme aurait souffert d'hypothermie sévère ou de pneumonie après seulement quelques jours d'une telle exploitation. Néanmoins, les chroniques fixent des gens en uniforme, serrant d'étranges leviers grossiers et d'énormes roues, qui ressemblent à des excroissances étrangères sur le corps parfaitement conçu du tramway. Ces éléments de commande primitifs, interrupteurs, freins mécaniques, ont clairement été vissés au tout dernier moment, violant l'intégrité du design initial. Une telle disharmonie sert de preuve directe qu'initialement, ces véhicules étaient sans pilote. C'étaient des drones d'une époque passée, travaillant en totale harmonie avec l'environnement urbain. Le système fonctionnait automatiquement, obéissant au rythme unique du réseau électromagnétique. Les tramways accéléraient, freinaient et respectaient les intervalles, obéissant aux signaux du champ et non à la volonté humaine. Un processeur central ou une fréquence de résonance contrôlait le flux, éliminant le besoin d'un intermédiaire entre le volant et le siège. Lorsque les nouveaux propriétaires des villes se sont emparés de cette infrastructure, ils ont été confrontés à un problème. Le signal de commande centrale était perdu ou éteint. Ils n'ont pas pu restaurer l'automatique complexe et ont été contraints de passer le système en mode manuel. Cela ressemblait à un piratage barbare. On taillait des tringleries mécaniques dans la fine entraille électronique. On sortait les commandes sur des plateformes extérieures et on y plaçait un humain, le transformant en biorobot forcé. Sa tâche était seulement de fermer et d'ouvrir le circuit, remplissant une fonction qu'un simple contrôleur remplissait auparavant. Ce n'est que plus tard,
réalisant que le personnel ne supportait physiquement pas le froid, qu'on a commencé à ériger à la hâte ces cabines anguleuses et laides, ressemblant à des nichoirs, sur les plateformes ouvertes qui dissonnent si fortement avec les lignes élégantes du salon principal. Nous observons les traces d'une adaptation artisanale, où la technologie divine a été estropiée, juste pour la forcer à servir les besoins primitifs des nouveaux maîtres. Pourtant, même sous cette forme mutilée, simplifiée et piratée, ce système de transport représentait une menace colossale pour le marché naissant des porteurs d'énergie. Les tramways, bien que pilotés manuellement, restaient trop efficaces et surtout effroyablement indépendants. Ils ne nécessitaient ni charbon, ni essence, ni fioul à une échelle industrielle, ce qui rendait leur existence insupportable pour ceux qui prévoyaient de bâtir leur empire sur la vente de combustibles fossiles. L'énergie gratuite, même utilisée à moitié, était un cauchemar pour les magnats du pétrole. L'ennemi principal pour les architectes du nouveau système financier n'était pas la complexité même des technologies anciennes, mais leur gratuité absolue et flagrante. Dans un monde qui se construisait sur les principes de l'échange marchand strict et de l'accumulation de capital, l'existence d'une énergie accessible à chacun, comme l'air, était un bug inadmissible dans la matrice. L'éther ne pouvait pas être emballé dans des barils comme le pétrole, ni pesé sur une balance comme le charbon. On ne pouvait pas le doser pour un consommateur concret. Si le champ électromagnétique est généré par l'infrastructure elle-même et est disponible sur toute la longueur du trajet, alors il est impossible d'installer un compteur sur un wagon individuel. On ne peut pas facturer l'utilisation de l'espace. C'est précisément cette impasse économique qui est devenue la condamnation à mort du transport sans fil. Au tournant des 19e et 20e siècles, se produit une substitution de technologies étranges, illogiques du point de vue de l'ingénierie, mais absolument justifiée financièrement. Soudainement, comme obéissant à un ordre invisible venant d'un centre unique, dans toutes les grandes villes du monde, on commence à tendre des fils. Le ciel pur, qui avait été libre pendant des siècles, est recouvert d'un maillage de cuivre laid. Cela était présenté à la population comme un grand pas en avant, comme l'électrification tant attendue. Mais en réalité, c'était une désélectrification, un recul grandiose. On transférait de force l'humanité des technologies sans fil avancées, fonctionnant sur les principes de résonance, vers une aiguille filaire primitive. De beaux wagons autonomes, capables de puiser l'énergie de l'environnement, étaient envoyés à la ferraille ou enlaidés en soudant sur leur toit des pantographes encombrants. L'essence de cette transformation résidait exclusivement dans le contrôle. Le fil est une laisse. Il mène à une centrale électrique concrète qui appartient à une corporation concrète. À la centrale, on brûle du charbon ou du pétrole, qui est aussi vendu par quelqu'un. Ainsi, le transport libre se transformait en consommateur dépendant. Si le tramway est attaché à un fil, on peut enfin y mettre un compteur. On peut compter les kilowatts et présenter la facture. C'est précisément à cette période que fleurit l'empire des Rockefeller, que se crée le système de réserve fédérale et que commence la ruée mondiale vers l'or noir. Ces événements ne coïncident pas par hasard dans le temps avec la disparition de la traction sans fil. Banquiers et industriels avaient besoin de vendre une ressource et non de l'offrir. Ils avaient besoin d'un payeur éternel, d'un esclave éternel du système. La création du réseau filaire n'était que la première étape de l'asservissement. Elle a permis de monétiser le transport public en faisant une partie de l'économie de marché. Mais même sous cette forme tronquée, filaire, le tramway restait un mécanisme trop efficace et durable. Il était toujours plus fiable et moins cher que les moteurs à combustion interne, qui nécessitaient un afflux constant d'essence, d'huile et de pièces de rechange. C'est pourquoi, lorsque la technologie fut suffisamment simplifiée et mise sous contrôle, cela s'avéra insuffisant. Au milieu du XXe siècle, les appétits des corporations ont grandi à un tel point qu'elles ont décidé. Les tramways, en tant que mode de transport, doivent disparaître physiquement. Et c'est alors qu'a commencé le véritable massacre. Nous sommes arrivés à l'étape la plus sombre et la plus cynique de cette tragédie historique. Si auparavant il était question de dégradation technologique et de simplification intentionnelle de systèmes d'ingénierie complexes, le milieu du XXe siècle a été marqué par leur extermination physique.
Ce n'était pas une extinction naturelle d'un type de transport obsolète, comme on essaie de nous le présenter dans les manuels. C'était une exécution planifiée, un nettoyage à grande échelle, effectué avec un calcul froid. Dans la science historique, ce crime a reçu le nom de Grand scandale des tramways américains. Cependant, la géographie de ce processus dépassait largement les États-Unis. Comme sur un ordre unique venant d'un centre de coordination invisible, dans les villes du monde entier, on a commencé à détruire systématiquement des réseaux de transport fonctionnant parfaitement. Le scénario était partout le même et effroyablement efficace. Entrée en scène des sociétés de rachat, derrière les enseignes sans visage desquelles se cachaient les capitaux de géants industriels, fabricants d'automobiles, fournisseurs de pneus et monopoles pétroliers. Des corporations telles que General Motors, Firestone et Standard Oil, par le biais de sociétés écrans, ont commencé à racheter massivement les dépôts de tramways urbains. Mais le paradoxe résidait dans le fait que les capitalistes dépensaient des millions de dollars non pas pour développer l'actif acquis ou tirer profit des transports. Ils achetaient un concurrent pour le tuer. Immédiatement après la conclusion des transactions, commençait le démantèlement immédiat. Cela contredisait toutes les lois d'un marché sain, mais s'inscrivait parfaitement dans la stratégie de capture totale des ressources. Le processus de destruction des wagons rappelait une invasion barbare ou un sacrifice rituel. Les tramways, dont beaucoup étaient dans un état technique idéal et pouvaient servir encore un demi-siècle, étaient rassemblés dans de gigantesques terrains vagues. On n'essayait pas de les vendre à d'autres villes ou pays où le transport était nécessaire. On ne les démontait pas pour les pièces détachées. On les arrosait d'essence et on les brûlait. Les squelettes de centaines de wagons s'étendant au-delà de l'horizon se transformaient en ferraille tordue. On détruisait avec une sorte de haine maniaque, comme si ce n'étaient pas des machines sans âme, mais des témoins vivants d'un crime qu'il fallait faire taire à jamais. L'objectif principal était d'effacer la mémoire même d'un transport fiable et durable, en le remplaçant par un succès d'année. À la place des tramways éternels sont arrivés les bus. Les gros titres des journaux criaient au progrès et à la manœuvrabilité, mais la réalité s'est avérée bien plus prosaïque. Au lieu d'une marche fluide sur des rails, les passagers ont reçu des boîtes tremblantes et puantes avec des moteurs à combustion interne. La durée de vie d'un bus était 5 fois inférieure à celle d'un tramway, ce qui était exactement ce que les fabricants exigeaient. Le tramway était économiquement non rentable pour les corporations justement à cause de sa fiabilité. Il tombait en panne trop rarement. Le bus est devenu le consommateur idéal. Il avait constamment besoin de nouveaux pneus de chez Firestone, de litres d'essence de chez Standard Oil et de pièces de rechange de chez General Motors. On nous a poussés dans un cycle infini de consommation et de réparation, en appelant cela la liberté de mouvement. Mais si l'on pouvait brûler les wagons, la situation avec les voies était plus complexe. Des milliers de kilomètres d'acier de haute qualité n'ont disparu nulle part. Il était trop cher et trop long de les déterrer, alors les nouveaux maîtres de la vie ont choisi une solution plus simple: cacher les preuves. Nous marchons et roulons littéralement sur les ossements d'une vieille civilisation, sans même le soupçonner. Le sort de milliers de kilomètres de magistrales en acier, restés après la destruction des wagons, s'est avéré non moins dramatique que le sort des tramways eux-mêmes. Dans l'écrasante majorité des villes, les rails n'ont pas été démontés. Cela aurait été une entreprise trop coûteuse et longue, capable de paralyser la vie des mégalopoles pendant des années. Les nouveaux maîtres du monde ont choisi une autre solution, transformant les rues en un sarcophage géant. Les voies ont simplement été recouvertes d'asphalte. Aujourd'hui, nous marchons et roulons littéralement sur les ossements d'une vieille civilisation plus développée. Sous un gâteau multicouche de bitume et de gravier sur les avenues centrales de New York, Paris, Melbourne et Moscou, repose encore aujourd'hui un réseau métallique géant. Ce sont des millions de tonnes d'acier de haute qualité qui sont maintenant emmurées vivantes. Il existe une théorie selon laquelle cet acte avait non seulement un sens utilitaire, mais aussi un sens physique profond. Si l'on considère le réseau ferroviaire comme un circuit de mise à la terre géant et une partie d'un système énergétique planétaire, alors le recouvrir d'une couche d'asphalte, un puissant diélectrique, est devenu l'étape finale du blocage. En scellant le conducteur dans un isolant, les architectes du nouvel ordre mondial ont rompu la chaîne.
Ils ont factuellement éteint les villes, transformant un milieu actif capable de générer et de transmettre de l'énergie en un désert de béton passif. Les villes ont cessé de respirer l'éther et l'espace auparavant saturé de potentiel électrique est devenu mort. Nous vivons sur des ruines que nous avons nous-mêmes cimentées, croyant à tort qu'une couche de nouvel asphalte est un signe de progrès, alors qu'en réalité, c'est un saut de dégradation. Cette destruction ne portait pas seulement un caractère technique, elle est devenue une opération à grande échelle de modification de la conscience humaine. On nous a forcés à oublier une vérité fondamentale. L'énergie peut être un don et non une marchandise. L'implantation de la psychologie du consommateur à la place de la psychologie du créateur a réussi. L'homme moderne considère comme normal de payer pour chaque kilowatt, de rester dans les embouteillages, de respirer les gaz d'échappement et de gaspiller sa vie à entretenir sa voiture libre. On nous a vendu un succès d'années de liberté, en nous poussant dans l'esclavage financier des assurances, des crédits et des tickets d'essence, après nous avoir préalablement retiré le transport public gratuit, fonctionnant selon les lois de la nature. L'ironie du sort réside dans le fait qu'un siècle plus tard, l'humanité essaie à nouveau de construire un transport ferroviaire léger, dépensant des milliards pour créer ce que nous avions déjà, mais sous une forme bien plus parfaite. Nous réinventons la roue en regardant les plans d'un vaisseau spatial dont nous ne comprenons plus le sens. Ces vieilles technologies, basées sur la résonance et l'harmonie avec la planète, semblent perdues irrémédiablement. Les ingénieurs qui connaissaient les secrets du réglage des systèmes éthériques ont disparu, et la documentation s'est transformée en cendres. Il ne nous reste que de vieilles photographies et un vague sentiment d'inquiétude, une mémoire génétique que les villes devraient être différentes, calmes, propres et véloces. Cependant, le passé perce parfois à travers le présent imposé. Chaque printemps, lorsque la neige fond et que l'asphalte commence à se fissurer sous l'effet des changements de température, du métal rouillé apparaît dans les nids de poules profonds sur les routes. Ce sont de vieux rails qui regardent dehors, nous rappelant la grande tromperie et cet incroyable futur qu'on nous a volé.